Bonsoir tout le monde, je pense que ça se très bien. Ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où ça va être en fait mes prédictions pour la carte de Conor McGregor versus Max Holloway qui s'en vient cette fin de semaine à l'UFC 329 à Las Vegas. Donc, j'ai très hâte de voir cette carte. C'est le grand retour de Conor McGregor après 5 ans d'inactivité, après une énorme blessure à la cheville où c'est complètement cassé un os. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ce qu'il y a des chances ou pas, etc. On va voir ça dans cette vidéo. Puis en fait, je vais faire toutes des prédictions sur la carte en partant des pré-prélims en allant jusqu'au au main event en fait. Donc, on va directement commencer avec les pré-prélims chez les Pomouches avec Cody Durden versus Alessandro Costa. Moi, je vais aller avec Alessandro Costa par KO au deuxième round. Cody Durden, il a une carrière chez les Pomouches avec beaucoup de hauts et de bas. Il a eu une victoire récemment avec son grappling, etc. Ça reste un très bon lutteur qui s'entraîne à l'American Top Team en Floride. Mais Alessandro Costa, récemment, il a eu des grosses performances aussi avec sa boxe. Il a réussi à avoir un gros KO, je pense avec un coup au foie, quelque chose comme ça récemment. Il est très fort physiquement. Je pense qu'il va être capable de défendre les anneaux au sol de Cody Durden puis d'aller chercher des gros coups en boxe. Cody Durden, il est tough mentalement, mais on a déjà pu le voir se faire ébranler par des gros coups, etc. Donc moi, je pense vraiment que Costa va l'emporter par KO au deuxième round. Avec un avantage physique, un avantage de puissance, puis un avantage en boxe évidemment, où il pourra défendre la lutte puis s'imposer debout. Puis il est même très bon aussi en grappling lui-même, là, donc c'est pour ça que je pense que Costa va gagner. Deuxième combat des prélims, ça va être Zachary Reese versus Ryan Gondra. Moi je vais aller avec Ryan Gondra. Zachary Reese, il s'en sort assez bien dans sa carrière. Au début, ça a été compliqué à l'UFC, puis il a réussi à avoir une victoire. Mais c'est pas le meilleur niveau. Il est surtout très chinny. En fait, il se fait KO, il s'est brûlé assez facilement. Je pense que Ryan Condra, qui est moins prouvé beaucoup, va être capable d'avoir un KO avec un coup de pied. Mais je ne mettrais pas, mettons, 1 million dessus. Mais je pense tout de même que il est favori également. Je pense quand même que Ryan Condra va l'emporter par KO au premier round, tout simplement. C'était un gros KO assez tôt. Malheureusement, Anthony Wing versus Farid Basharat est plus sur la carte. Donc, c'est probablement des meilleurs combats qu'on va perdre. J'aurais probablement pris Ewing par décision versus Basharat. Mais bon, en espérant que Ewing va avoir sa chance pour le classement plus tard dans l'année ou quand il va revenir de sa blessure, on espère. Mon prochain combat, Damien Penis, qui a un assez drôle de nom. C'est un peu un meme, contre Cesar Almeida. Assez compliqué honnêtement. Damien, c'est un gros prospect qui est extrêmement fort physiquement, qui frappe extrêmement fort, il est KO expéditif dans sa carrière en MMA. Puis Almeida, c'est vraiment un vétéran qui a une grande carrière en kickboxing, qui s'était abattu contre Roman Kopylov. Kopylov a dû lutter pour l'emporter. Bref. C'est pas quelqu'un qui va se faire KO rapidement en fait. C'est quelqu'un qui est très bon debout, qui frappe fort également. Puis c'est un peu un sniper. Mais je pense que Damien va l'emporter par KO en Grand Pound au troisième round. Je pense qu'ici il est capable, vu que c'est vraiment un kickboxer en fait Almeida, si Pinas est capable de l'emporter en lutte dans un combat de MMA en mixant le grappling avec les mains, je pense qu'il est capable peut-être d'avoir un KO en Grand Pound ou en clinch au troisième round, voilà. Donc moi, je vais aller avec Damien par KO au troisième round. Ici, dans le combat des pré-prélims, on a Wong Kong versus Tracy Cortez. Je vais avec Tracy Cortez par décision. Elle a eu des défaites assez difficiles dans sa carrière, notamment contre Rose Namajunas, puis plus récemment contre Erin Blanchfield. Mais pour moi, Erin Blanchfield, c'est évidemment une des meilleures dans la catégorie des poids mouches chez les filles. Puis elle a réussi quand même à soumettre Tracy Cortez, mais Cortez quand même debout. On a montré quand même des améliorations en termes de boxe. Je pense qu'avec un petit step down de compétition avec Wong Kong, qui reste quand même une prospect chez les Pomouches. Je pense qu'elle est capable d'avoir du succès en boxe avec les mains, avoir du succès en jiu-jitsu aussi en mixant les deux. Je pense qu'elle va gagner une décision assez serrée au troisième round contre Wong Kong. On passe ensuite au prélim. On a Luke Riley versus la relique Kai Kamaka 3. Je vais y aller avec Luke Riley sans trop de problème, qui a vaincu.
Il y a eu un beau combat contre Bogdan à son début, parce qu'il y a eu un KO avec un gros crochet gauche en boxe. Puis ensuite, il y a eu un combat contre Ewell Jr., je pense, qui était plus serré dernièrement. Mais quand même, avec le Muay Thai, la vitesse debout, je pense qu'il est capable de chercher un KO, je dirais même, contre Kai Kamaka 3. Parce que voilà, je pense que c'est un peu un step down qu'ils ont donné. Je sais pas pourquoi ils ont donné ça. Luke Riley, c'est vraiment un gros prospect que beaucoup de gens ont les yeux sur. Je pense qu'il est capable de s'imposer avec son striking comme il le fait assez souvent, comme un peu Bogdanov. Peut-être que Kamaka va l'avoir avec des anneaux au sol, un petit peu de contrôle, etc. Mais Luke Riley va se relever, il va avoir des grosses frappes extrêmement rapides, puis avoir le KO. Puis il est très résistant aussi physiquement. Il peut se rebranler, contrairement à Paddy qui est peut-être un meilleur menton, mais les skills debout sont là pour Luke Riley. Puis je pense vraiment qu'il va l'emporter sans trop discuter avec un KO, peut-être au deuxième ou premier round. Voilà. Voices in the air. Banger ce combat-là. Je vois plein de memes sur ce combat-là. Cody Garbrandt versus Adrian Yanez. Je voyais que Yanez perdait par KO au troisième round. C'est assez serré en fait, j'ai du mal à départager parce que c'est vraiment deux combattants assez similaires. Donc deux combattants qui n'ont pas beaucoup de puissance tant que ça avec les mains, oui ou non. Mais c'est beaucoup des boxeurs qui sont très rapides, très précis avec en boxe. Cody Garbrandt est sur une grosse... il est sur une pente descendante un peu depuis qu'il a pris sa ceinture en 2017. Mais quand il gagne, en fait, ces combats, il gagne contre des combattants de plus bas niveau. Mais quand il gagne, c'est jamais incisif. C'est souvent quelque chose d'assez serré, avec un peu de controverse, etc. Sur des combats, je contre un combattant chinois, j'ai oublié le nom. C'était assez serré, il y a eu des coups illégaux, etc. Donc il y a un peu de chicane. C'est assez spécial comme performance, vous verrez voir sur les combats. Puis Yanez, ben, il vient de perdre techniquement contre Ricky Simon, mais c'est clairement fait de voler en fait. Donc il avait gagné, il avait vraiment amoché le visage de Ricky Simon. Puis Yanez, je pense qu'il se tient plus haut dans le classement peut-être que Cody Garbrandt actuellement, puis peut-être un peu plus proche du top 15 dans l'état actuel de la division. Puis il est peut-être un peu plus jeune aussi, je pense qu'il va être capable de l'avoir. On a peut-être une version un peu plus jeune, un peu plus complète de Cody Garbrandt actuellement. Je ne dis pas que Cody Garbrandt aurait perdu à son prime, je dis juste que dans l'état actuel de la division, Adrian Yanez, qui en sort d'une belle performance sur Ricky Simon, il va être capable d'amener une puissance quand même aussi debout avec la boxe. Il va avoir un KO récemment, peut-être un an et demi ou 2 ans à l'UFC encore. Il va avoir un avantage de portée aussi, évidemment. Bref, pour moi, Adrian Yanez va l'emporter. Je dirais par KO au troisième round, parce que peut-être un Cody Garbrandt qui va peut-être ralentir un petit peu. Ce temps-ci, on va vraiment avoir très peu de volume, Cody, dans ses combats. Donc, c'est pas beaucoup de frappes, c'est beaucoup de déplacements. Si Yanez, qui est un excellent boxeur, est capable d'entrer dans le jeu de Cody Garbrandt, je pense qu'il peut vraiment le drainer physiquement, le forcer un peu à frapper. Parce qu'en fait, Cody Garbrandt, il est rapide, mais il met tellement d'impulsion et de puissance dans ses frappes qu'il s'essouffle un petit peu. C'est pour ça que ça le force à avoir un petit peu moins de volume dans ses frappes dans sa carrière plus récemment. Puis je pense que Yanez va être capable d'être patient et de l'emporter par un KO vers la fin du combat. Vous me pardonnerez si j'ai un peu la voix, je suis malade donc j'ai un peu une voix du nez un peu, vous me pardonnerez. Combattant et un combat assez entendu chez les poids lourds, Gable Stevenson versus Elisha Ellison. Au moment où je tourne cette vidéo, Stevenson c'est le plus gros favori de toute l'histoire de l'UFC dans un combat, c'est moins 4000 je crois, moins 2500, je l'ai vu à moins 4000, ça change beaucoup. Bref, pour 2500, c'est complètement aberrant. Probablement qu'il va gagner le combat. Je veux dire Gable KO premier round. Là. Mais bon, je suis pas le plus grand fan de Gable Stevenson. Et puis il y a eu des controverses par le passé, etc. Puis on voit que c'est vraiment un peu un industry plant. Donc il est vraiment été implanté dans la scène MMA par John Jones, par son background en lutte olympienne qui est exceptionnel. On est d'accord, là, c'est un des plus grands lutteurs américains de l'histoire. Mais je suis content disons que la sortie de la carte principale parce que on le voit vraiment qu'il donne quelqu'un d'assez facile à son début à l'UFC. Juste 5-2, c'est pas la meilleure fiche pour un combattant à l'UFC pour Ellison. Je pense qu'il fait également ses débuts, je suis pas sûr. Par pure explosivité, par pure puissance de boulet de canon, je pense que Gable va l'emporter avec un KO expéditif au premier round, peut-être dans les 45 premières secondes, je vais dire. Voilà. Combat très cool. Robert Whittaker versus Nikita Krylov.
En fait, c'est le début chez les poids light heavyweight pour Whittaker. On l'a vu perdre contre Rainier the Raider, on l'a vu perdre contre Shimaev. Ça en est un peu plus difficile pour lui chez les poids moyens. Pour beaucoup de personnes, ça surprend. Parce que visuellement, c'est pas quelqu'un qui était très gros en fait pour la catégorie des poids moyens. C'est un 6 pieds, mais mettons qu'on compare à un Duplessis qui est un bon 6 pieds 1, 6 pieds 2 peut-être, qui est très massif malgré tout. Whittaker est pas aussi massif et plus petit, mais je pense que c'est vraiment une structure osseuse qui est assez épaisse. Il y a beaucoup de poids sur le bas du corps. Il y a une taille très large qui fait qu'il y a beaucoup de poids qui est réparti vraiment autour des hanches, etc. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il avait beaucoup de mal à cote. Puis il était naturellement assez lourd pour la catégorie des poids moyens. Même si visuellement, en termes de gabarit visuel, il n'est pas aussi énorme que d'autres, comme Shimaev par exemple. Mais il y a une portée qui est beaucoup plus courte que son adversaire déjà. Même si c'était assez correct pour un poids moyen. Mais bon, je pense qu'il va l'apporter par KO. Encore une fois, j'ai encore présent un KO, mais Whittaker, en fait, je pense que c'est juste que moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup au fait que les gens qui montent de catégorie, la plupart du temps, c'est pas toujours le cas, la plupart du temps, ils vont tendre à avoir un avantage technique sur leur adversaire. Puis avec la rapidité que Whittaker a, on connaît ses blitz de karaté où il bouge beaucoup d'avant en arrière, puis qui blitz avec des jabs direct, coup de pied à la tête. Il y a beaucoup de KO en carrière grâce à ça. Puis son adversaire qui est très grand comme Nikita Krylov, je pense que en fait, c'est vraiment le style de Krylov, en fait. C'est un peu un pro-Chaska, donc il est assez goofy, burlesque. C'est pas quelqu'un qui est comme vraiment distance kickboxing avec des frappes en temps patient. C'est quelqu'un qui met beaucoup de frappes différentes, sous des angles différents, avec des styles différents, qui est assez spécial à prédire. Il s'était fait KO par Dominic Reyes. Il y a eu des KO. En fait, il y a eu une grosse pause. Il est revenu, il s'est fait KO 2 fois. Bref, je pense qu'il a réussi à gagner récemment contre Modestas Bukauskas par KO. Mais bon, je vais avec Robert Whittaker. Je pense que c'est surtout la rapidité en fait. Il y a une grosse distance de portée et de taille. Mais le style de Whittaker, parce qu'il rentre vraiment très rapidement dans la garde, je pense qu'il est capable de toucher avec des uppercuts ou des mains droites. Il est très rapide. On l'a vu mettre KO il y a 2 ans, Aleskarov, avec un énorme uppercut contre la cage qui a complètement mis au sol et Aleskarov. Je pense qu'il va pouvoir reproduire en fait ces prouesses-là en boxe contre Krylov. Je pense qu'il y a aussi la lutte aussi. Whittaker, on l'a moins vu lutter dans ces dernières années. Après qu'il ait perdu la ceinture et qu'il y a eu des combats contre Gastelum, etc., il était capable de vraiment mix avec la lutte pour avoir des points, etc., de gagner des rounds. Donc je pense vraiment que l'avantage global en termes de skills, en termes de talent de Whittaker est au-dessus. Si on parle vraiment d'un ancien champion qui était au sein d'une division pendant des années, qui savait contre les meilleurs, contre un Krylov qui alterne droite le top 10 au top 15, qui a pas la meilleure série de victoires actuellement, bref. Puis qui n'a pas, un excellent menton aussi. Généralement, quand il se fait toucher, ça va mettre au sol assez rapidement. C'est pour ça que Whittaker, qui frappe pas très fort habituellement, qui pourrait d'ailleurs avoir peut-être un surplus de puissance en montant de catégorie, je pense qu'il va être capable d'aller KO un menton qui n'est pas très résistant potentiellement chez les poids lourds légers, bref. Donc, je suis avec Whittaker. Pour moi, ça va faire du bien de le voir gagner s'il gagne. Après 2 défaites comme ça contre des combattants qui sont assez difficiles à battre chez les poids moyens. On rentre à la carte principale avec un autre banger. Bobby King Green versus Terrence McKinney. 100% KO au premier round. Il n'y a même pas de discussion. Je vais aller avec Terrence McKinney. Je pense que Bobby Green est trop fragile physiquement en ce carrière. Je pense qu'il c'est un peu un Darius, dans le sens qu'ici, il se fait toucher, il se fait assez facilement mettre au sol. Puis j'ai l'impression que les victoires qu'il y a récemment, mettons Jeremy Stevens, Zellhuber, Gibson Jr., le Canadien, c'est que les gens le respectent beaucoup en fait, puis qu'ils peinent à rentrer un peu dans sa garde. Mais même là, Gibson Jr., qui était pas du tout prêt, qui était en short notice, a réussi à l'amener au sol. Je pense que si tu le respectes pas, mettons comme un Joe Dober qui a aucun respect contre Bobby Green, il était à chercher le KO, il était capable de l'avoir. C'est vraiment si tu restes en distance de striking, tu le respectes beaucoup, il va pouvoir jouer avec ses mouvements de tête, avec ses mains basses, puis avoir du succès en boxe. Mais là, Terrence McKinney va avoir aucun respect pour Bobby Green. Il va avoir une plus longue portée encore. Puis
En fait, c'est ça qui va carrément juste se pitcher dessus contre la cage, la au sol, finir en grand pad, ou il va juste le KO debout, tout simplement. Donc, je pense vraiment que Terrence McKinney va avoir l'avantage dans ce début-là de combat. King Green, il va avoir laissé un peu boxer Nate Diaz, un peu en mode street fight, etc. C'est pas un gars qui baigne dans ces gros combats de guerre, et mettons, c'est un gars qui est devant toi et qui fait extrêmement fort comme un Joe Durber, etc. Je pense que Terrence McKinney va pouvoir s'imposer dans ce style-là. Mais s'il réussit pas à l'avoir dans les 4 premières minutes, Bobby Green va le mettre KO probablement. Donc c'est pour ça que je parie vraiment sur un coup, une victoire express, expéditive de McKinney par un KO au premier round en fait. Terrence McKinney, il n'a jamais quitté le premier round, gagné ou perdant. Bref, je vais aller avec Terrence McKinney. Je comprends pourquoi ils l'ont mis dans la carte principale parce que c'est assez incroyable ce combat-là. Voilà, très beau combat aussi. Brandon Royval versus Loner Kavanagh. C'est vraiment du mal à choisir. J'ai l'impression que Brandon Royval logiquement gagnerait pour moi parce que c'est quelqu'un qui est plus prouvé, qui était depuis longtemps dans la catégorie, puis qui est haut classé. Puis Kavanagh qui a perdu en fait contre Charles Johnson, qui a eu une chance contre Moreno puis qui a gagné. On dirait que c'est comme vraiment un nouveau visage, soudainement dans le top 5. On a comme du mal à matcher avec les gros combattants, mais la performance qu'il y a eu avec Moreno était générationnelle. Carrément, là, il a littéralement dominé Moreno debout sur 5 rounds. C'était assez incroyable comme performance. Je vais y aller avec Loner Kavanagh par décision parce que Royval frappe pas très fort. Puis c'est pas le. Avec la shape qu'il a, ici il fait 5 et 9, il est assez mince, assez maigre. Je pense que les low kicks de Kavanagh vont complètement empêcher Royval de générer de la puissance. En fait, il aura plus ses jambes. Puis c'est là que Kavanagh va pouvoir frapper très fort avec les mains, puis s'imposer en fait par une décision, un peu comme Joshua Van. Joshua Van, ça a été très sérieux tout au long du combat contre Brandon Royval. À la fin du combat, il s'est mis à plus le respecter au dernier round. Puis il savait qu'il frappait plus fort, puis c'est là qu'il y a eu le knockdown au troisième round, puis c'est là qu'il a gagné le combat grâce à ce knockdown-là, puis cette séquence-là de fin de combat. Donc je pense pas que Kavanagh va laisser Royval s'imposer avec son style, un peu comme un. C'est un peu un Senegan, Royval. C'est vraiment très similaire comme style, puis en plus ils vont au même gym. C'est vraiment de striker de loin avec des jabs, pas beaucoup de puissance, mixer le jiu-jitsu. C'est un excellent grappeur de jiu-jitsu, Royval. En fait, c'est Kavanagh, c'est qu'il est assez jeune, il fait des erreurs. Il a sorti d'une séquence de clinch box avec les mains basses contre Charles Johnson, puis il s'est fait complètement KO. Mais s'il fait pas les mêmes erreurs, puis en fait, même s'il fait ces erreurs-là, Royval n'a pas vraiment la puissance pour mettre KO. Donc c'est pour ça que je pense que Kavanagh va l'emporter par décision sur 3 rounds. Voilà, en plus il est favori. Voilà, c'est vraiment la nouvelle génération. Kavanagh il est très divertissant, le voir combattre. Il est très clean, debout, frappe très fort. Puis je pense que Royval, il est un peu sur le plan descendant. Peut-être qu'il devrait un peu aller chez les bantamweight pour avoir un peu de succès comme un Kaya Sakura. Voilà. Corey Sandhagen vs Barry Bautista. Bon match-up chez les poids bantam. J'aurais aimé voir Sandhagen plus tard dans l'année, juste tout court voir Sandhagen contre O'Malley, parce que ça fait trop longtemps que j'attends ce combat. Mais, beau combat, c'est une revanche. Sandhagen avait dominé et soumis, je crois, Bautista il y a plusieurs années. Puis là, Bautista est sur une très très belle lancée. J'ai envie de le choisir pratiquement parce qu'en fait, c'était tellement serré son combat contre Umar Nurmagomedov que c'est vraiment, s'il progresse encore, peut-être qu'il pourrait avoir la chance de se battre pour un titre ou être dans les top contenders. Puis c'est pour ça que j'hésite beaucoup. Mais je pense que Sandhagen va l'emporter par décision. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup repris confiance en lui depuis sa défaite contre Umar. Puis il a une belle performance contre Merab, une très belle performance contre Figueiredo. Dans toutes les dernières défaites de Figueiredo, je pense, à part Sandhagen qui est la dernière, Sandhagen, c'est vraiment lui qui a le plus dominé. Pratiquement, il a vraiment dominé en Crown Pound. Puis Figgy s'est blessé, donc le combat est arrêté. Mais si vraiment en fait, si Sandhagen ne fait pas son patient à trop essayer d'être trop intelligent, je pense que Sandhagen va l'emporter avec une agressivité, un volume de frappe, beaucoup de jabs, de low kick, etc. Puis, je pense pas que Bautista va pouvoir imposer son grappling, parce que même Umar, il y a eu pratiquement aucun succès contre Sandhagen debout. C'est vraiment en striking que Umar a eu des points, etc. Ça a été très dur d'avoir des takedowns. Même Merab,
il a eu des difficultés à contrôler et à amener au sol Sandhagen. Il est très très bon en défense de lutte, en scrambling, etc. Puis c'est pour ça que je pense qu'il va l'emporter en fait. J'aurais pas vraiment, il y a 3-4 ans, j'aurais pas vu ça de Sandhagen, d'avoir autant progressé puis être autant ferme en défense de lutte. Voilà, pour moi, il me surprend vraiment au sort de sa carrière, Sandhagen. Je pense qu'il va l'emporter par décision. Je pense qu'il va défendre les amener au sol. Il va très bien défendre contre la cage en contrôlant les mains, en clinch, avec le body lock. Je pense qu'il va avoir un beau volume de frappes de bouc, des jabs, des mains directes, des co-calls, des low kicks. Mais ça va être assez serré. Là. Pour moi, ça va être un 29-28. Bautista, il met beaucoup de pression debout. Il va vraiment s'imposer. Il a complètement éclaté Vinicius Oliveira puis l'a forcé à monter de catégorie. Bautista, vraiment, est très très bon. Là. Après, ça peut vraiment se contre José Aldo. J'aurais pas vraiment prédit qu'il aurait autant eu de succès. Mais il est vraiment sur une belle montée de sa carrière, malgré les défaites contre Umar, etc. Mais bon, Corey, juste un très bon bagage global, puis ça dépend vraiment pour moi de la version de Corey qu'on va avoir. Puis Corey Sandhagen, je pense que c'est la version agressive, qui a peut-être moins de respect. Le Corey Sandhagen, peut-être dans le temps qu'on voyait avant. Puis je pense qu'il va l'emporter par décision. Co-main event de la soirée, combat exceptionnel, honnêtement. C'est littéralement un match-up de rêve avec deux styles qui clashent parfaitement ensemble. Je vais aller avec Benoît Saint-Denis par TKO au 3e round. Je pense que le grand endpoint de Benoît Saint-Denis est trop létal. Puis je pense pas que ça va être le menton de Paddy Pimblett qui va le lâcher. Ça va être sa capacité à se défendre, en fait. Premièrement, on va le décortiquer vraiment les styles de chaque combattant. Donc on a Benoît Saint-Denis, un putain de guerrier qui a une énorme pression en lutte. C'est pas un. Mettons, si on compare mettons, à un Cerudo, un Shimaev, qui sont très bons en lutte pure, avec des entrées en takedown, etc. Daniel Cormier. Là, c'est vraiment un très bon grappleur de MMA. Donc, c'est vraiment les anneaux au sol avec des trips, les anneaux au sol contre la cage, le contrôle au sol, le ground and pound, le clinch debout contre la cage. Tout ce genre de grappling de MMA là est maîtrisé. Je sais pas si c'est Denis. Puis, on a vu des images de lui qui avait un peu une infection de staph. J'espère que ça va pas influencer le combat. Je vais prendre en compte que ça n'affecte pas le combat. Je pense que juste que Benoît Denis, sa lutte est meilleure que le style de Paddy Pimblett, qui lui, son style, c'est vraiment un combattant de Jiu-Jitsu qui met beaucoup de pression et aussi debout, qui est très dur à abattre, qui a un très bon menton. C'est un peu un zombie, là. Il est comme un peu inarrêtable. Puis il t'amène, c'est un peu comme un Ned Diaz ou Korean Zombie, où vraiment, c'est pas le meilleur striker, mais il y a une pression debout. Puis s'il a les mains sur toi, il est très bon pour les soumissions, excellent scrambling. Il a éclaté Chandler en grappling. Mais pour moi, l'élément qui rentre le plus en compte dans ce combat, c'est que Paddy Pimblett, on l'a jamais vu dominer en lutte quelqu'un à l'UFC de haut niveau. Sa dernière victoire en lutte, vraiment, c'était Chandler. Mais Chandler s'amenait lui-même dans les échanges de grappling. Certes, Paddy Pimblett a réussi à avoir un sol contre la cage, mais c'est pas, mettons, un gros double leg au milieu de la cage. C'est vraiment sur des petits trucs contre la cage, etc. C'est pas un excellent lutteur, contrairement à Benoît Denis, qui pour moi est un meilleur lutteur, tout simplement. Donc, certes, Paddy Pimblett, c'est un excellent gars de Jiu-Jitsu, il a peut-être même l'avantage en termes de Jiu-Jitsu pur, là, le Jiu-Jitsu de mat, peut-être qu'il est meilleur chez Paddy Pimblett, mais le grappling de MMA, Benoît Denis pour moi est meilleur. Donc, je vois beaucoup de gens dire Benoît Denis il veut pas aller au sol avec Paddy Pimblett, etc. Mais moi je pense que oui. Pour moi, il était plus impressionnant dans ses dominations en grappling que Paddy Pimblett. Je pense même que Paddy Pimblett aurait l'avantage debout sur Benoît Denis. Je pense qu'il va pas respecter Paddy Pimblett. Puis justement, s'il est capable, avec sa pression, d'avoir la montée complète, je pense qu'il va éclater Paddy Pimblett avec du ground and pound, des coudes. Parce que Benoît Denis, son grappling est tellement efficace. C'est pas en fait que il y a le meilleur grappling, visuellement le plus beau grappling technique, comme disons un livre ou une fiche. C'est vraiment juste qu'il est efficace. Donc c'est sale, mais il arrive du point A au point B. Il arrive à avoir sa position de contrôle. Il arrive à avoir sa soumission. Il arrive à avoir ses dégâts en ground and pound. Mettons, c'est pas le meilleur combattant pour un exemple, mais Cal Prepolek, canadien, il a réussi à avoir sa soumission parce qu'il s'est imposé, il a serré les dents, puis il veut avoir ce qu'il veut avoir, puis il va l'avoir. Puis c'est quelqu'un qui finit énormément ce combat. Il va très peu à la décision de Benoît Denis. Je pense qu'il va être capable de l'avoir parce que quand il est en bon état, il est en shape, il a un excellent cardio comme Paddy Pimblett. Puis c'est tout simplement pour moi, c'est ça, c'est le style de Benoît Denis. Il va casser littéralement
la voix, l'élan de Paddy. Puis je pense que ça peut être serré debout. Benoît Sedeny, il est très lent debout, il n'y a aucun mouvement de tête. Il s'est amélioré, hein? Il a les mains plus hautes, etc. Mais je pense quand même que Paddy va remporter la plupart des échanges debout. Mais tu sais, le style de Benoît Sedeny est tellement dominant, tellement je n'ai rien à foutre, tellement sale, que c'est son genre de juste aller au clinch, le pousser contre la cage, aller en clinch, puis mettre des énormes coups de coude, puis sans même se protéger. Là, le premier round qui est complètement dominé contre Dustin Poirier, c'était ça. Là. Il était devant Poirier en clinch contre la cage, là, puis il envoyait juste des coups de coude de répétition, puis ça marchait, puis il est efficace. Son style marche très bien. Puis je pense juste qu'il est capable de le prendre, de le mettre des airs de l'anneau au sol, puis s'il fait attention dans le grappling, pour moi, il va être capable d'avoir l'avantage. Je pense qu'il est plus fort physiquement que Paddy. Je pense qu'il est plus efficace en termes de contrôle de lutte pure. Là. Puis je ne le vois pas se faire soumettre par Paddy Pimblett, honnêtement. Il s'entraîne tellement fort dans ces poussons-là de danger que je pense qu'il va être capable de passer par-dessus les moments dangereux ou difficiles en termes de grappling. Puis je pense que Benoît va l'emporter par un TKO, peut-être au 2e ou 3e round, un peu comme Dan Hooker. Sauf que ça va être beaucoup plus difficile d'avoir beaucoup plus difficile d'avoir le finish que Dan Hooker. Dan Hooker, il a monté complète très facilement au 2e round, au 3e round, je ne m'en souviens plus. Dan Hooker, il a lui-même engagé le grappling qui s'est fait en reverse, donc c'était vraiment un mauvais move de sa part. Puis Benoît Sedeny était pendant un bon moment à frapper avec des 12-6 elbows, des coups de coude de même, ça a été très long avant qu'il y ait le finish. Ça va être pas aussi facile d'avoir la position pour Benoît, mais s'il a au moins une fois, il va être capable d'avoir assez de dégâts pour ralentir Paddy Pimblett, peut-être avoir un finish plus tard dans le combat. Je pense que le finish va venir quand les deux vont être pleins de sueur, pleins de sang. Le combat de Paddy contre Gaethje, certes, il a montré un très bon cardio, mais c'était vraiment beaucoup de striking quand même à distance. Il y a peu d'échanges de grappling pratiquement pour Paddy et Gaethje dans leur dernier combat. Benoît Sedeny, en fait, il va vraiment forcer Paddy à mettre la force, à épuiser son énergie, épuiser sa batterie pour repousser Benoît, rester confortable dans son style. Parce que Paddy Pimblett est vraiment pas, il est pas conventionnel, donc il est assez spécial lui-même. Mais Benoît Sedeny, c'est que vraiment, il n'a rien à foutre en fait. Il va vraiment, peu importe si Topuria, il n'a rien à foutre. Je pense que ça va vraiment bien marcher contre Paddy Pimblett, qui va un peu effacer le côté non conventionnel de Paddy. Puis il va aller où ce que là, lui, où ce que Paddy est fort, Benoît Sedeny va être confortable là-dedans, puis je pense qu'il va être capable d'aller mettre du dégât où ce que c'était mettre du dégât, etc. Je ne vais pas soumettre Paddy, je ne vais pas KO Paddy debout. Mais je pense vraiment que le moment où il y a la bonne position en clinch ou en ground and pound, en mount, je pense qu'il va être capable d'acheter le finish éventuellement. Donc je vais aller avec Benoît Sedeny par TKO au 3e round, je vais dire. Peut-être un amener ça contre la cage, il va avoir la montée complète, coller à la cage, puis il va mettre des coups de coude sur. Un peu comme Paddy a eu contre Chandler exactement, mais vers la fin du combat, vraiment après une grosse guerre. Ça risque d'être le fight of the night, honnêtement. J'ai très très hâte de voir ce combat-là. Vraiment spectaculaire, les styles, les deux sont très complémentaires, donc ça va être assez incroyable. Main event de la soirée, Conor McGregor versus Max Holloway. Est-ce que je fais celui qui fait confiance à la prophétie qui dit que les plus gros underdogs, les personnes qui ont le moins de chance peut-être dans la conscience populaire de gagner, vont gagner soudainement? Non. On dirait que c'est... Mentalement, on dirait... Même si on voit tellement de revirements, Gaethje, Topuria, Strickland, Chimaev, Pitorian, Merab, on dirait que je peux pas quand même appréhender ça et lui faire confiance. Donc je vais aller avec le choix logique pour moi qui est Max Holloway par TKO au 2e round ou au 3e round. C'est un 5 rounds, premièrement. Les conditions physiques de Max Holloway, pour moi, est à des années-lumière de Conor McGregor. Pour moi, c'est impossible que Conor ait du succès contre Max Holloway sur 5 rounds sans jamais ralentir. C'est impossible. Puis Max Holloway, c'est une personne qui a le meilleur cardio de l'UFC. Sérieux, il a un excellent cardio, Max Holloway. Donc pour moi, il va au moins apporter 3 rounds, c'est sûr et certain. Ensuite, Conor McGregor, juste, ça fait tellement longtemps que ça va battu.
Sa dernière victoire date de 2019. Il a perdu contre Poirier dans ses derniers combats. Il ressort d'une des pires blessures de l'histoire de l'UFC. Est-ce qu'il va être juste là pour performer contre un des meilleurs au monde? Je crois pas. Je comprends pas pourquoi ils ont donné un commentaire aussi bon que ça. Je sais pas qu'il n'y a aucune chance. Là. C'est un excellent striker. Il a peut-être ses chances. C'est en welterweight. Mais juste revenir sur quelqu'un comme Max Holloway, c'est vraiment un gros défi après 5 ans sans se battre, puis après avoir perdu contre Dustin Poirier. Troisièmement, je pense juste que le style de Max Holloway est vraiment très difficile pour Conor McGregor. McGregor s'est fait briser un peu par Dustin Poirier en 2021 parce que Poirier, il suivait pas le style que McGregor voulait que Poirier aille. Donc c'était pas un beau combat de kickboxing à distance avec une frappe par une frappe, un après l'autre. Poirier, elle les amenait au sol, les calf kicks, il rentrait en distance de boxe, puis faisait des gros enchaînements avec les mains. Puis Max Holloway, je pense que il va vraiment mixer les frappes. Il va frapper la jambe de Conor McGregor. Il va rentrer, ressortir, etc. Conor McGregor a l'avantage à porter. Mais en fait, la rapidité de Max Holloway, pour moi, va être telle que c'est très difficile de McGregor pour moi de mettre plus qu'une frappe une après l'autre. Parce que McGregor, en fait, dans tous ses combats en welterweight, il était significativement plus lent qu'en lightweight ou en poids plume. Juste, en fait, ces deux combats contre Nate Diaz. Nate Diaz, pour moi, c'était pas le même. Tu prends le Conor contre Eddie Alvarez en 2016, puis le Conor contre Nate Diaz, c'est pas du visuellement, on le voit que c'est pas du tout le même niveau de rapidité, d'explosivité, etc. Puis il est vraiment plus lent au welterweight. C'est sûr que là, il va être plus formé dans la catégorie, il va être vraiment plus musclé, là, il va être plus naturellement à ce poids-là. Mais je pense pas que ça va l'aider nécessairement parce que c'est pas quelqu'un qui frappe très fort naturellement, McGregor. Puis j'ai l'impression que plus il montait de catégorie, moins sa puissance était là. Puis Max Holloway, je pense que son menton va être peut-être légèrement meilleur en welterweight. Donc je ne verrais pas vraiment knock-out Max Holloway, même si c'est possible avec un beau contre. Max Holloway s'est fait branler, il s'est fait knock-out par Topuria, il s'est fait branler. Il y a eu un flash knockdown contre Gaethje qui est vraiment tombé rapidement à ses fesses puis s'est relevé. Puis il s'est fait knockdown contre Poirier. Mais ces trois personnes-là frappent plus fort que McGregor pour moi, c'est sûr. Puis quatrièmement, je vois pas en fait McGregor mixer le grappling. Là. Je sais pas d'où les gens sortent ça. Je vois des gens, McGregor va juste dominer Holloway en grappling. Je vois beaucoup d'extraits du premier combat qui date de genre 2014-2013. Où McGregor a dominé en grappling Max Holloway qui avait genre 21 ans. Certes, c'est une très belle performance que McGregor avait eu à l'époque, mais c'est pas du tout le même contexte. Max Holloway est à des années-lumière présentement. Sa défense de grappling s'est nettement améliorée au fil de sa carrière. Puis tu sais, si Oliveira n'a pas réussi à finir Max Holloway en grappling, pensez-vous vraiment que McGregor a ses chances de finir Holloway en grappling? Moi, je crois pas vraiment. Donc, c'est dommage parce que j'aurais aimé voir McGregor revenir et gagner. Peut-être contre un adversaire qui est moins pesant, moins aimé, parce que je préfère Max Holloway personnellement, qui est un des combats préférés, donc je veux voir Max Holloway gagner. Mais je trouve ça dommage parce que j'aimerais ça voir quand McGregor se battre contre un autre adversaire puis gagner. Mais je suis pas ça parce que je suis biaisé, je dis pas que Holloway va gagner parce que je le préfère. Je dis juste que Max Holloway a beaucoup plus de chances de gagner si on prend en compte tous les éléments respectifs dans leur carrière actuellement. Puis, je sens que Max Holloway, sur 5 rounds, en fait, moi je pense qu'il va juste. Puis aussi, je pense juste que Max Holloway, il est tellement un meilleur cardio, comme j'ai dit. McGregor, il est pas un très bon cardio, honnêtement. Ces guerres qu'il y a eu, qui ont duré plus que 3 rounds, c'était beaucoup plus lent dans les derniers rounds. Comme mettons les combats contre Nate Diaz, c'était vraiment des guerres, c'était des très beaux combats. Mais c'est Max Holloway au 5e round, lui, il est rapide, il est vif, c'est pas le même type de shape physique, même type de condition. C'est pour ça que je pense qu'un McGregor qui est ralenti, pour moi, pourra commencer à se faire ébranler par un Max Holloway. Puis tout ça, là, c'est si on prend pas en compte que McGregor est vieux, là, tout simplement. Là, il a 36, 37 ans, peut-être même 38 ans. C'est pas à son prime, là. Je veux dire, il peut pas revenir fin trentaine puis avoir le niveau qu'il y a eu en 2016. C'est juste ça que je veux dire. Tout est possible. Gaethje a gagné la ceinture à 37 ans. Mais c'est comme... Moi, je m'attends pas à un miracle, nécessairement. C'est ça que je veux dire. Puis je vois vraiment McGregor ralentir. Il va être plus vieux. Il va pas suivre le rythme de Max Holloway. Il va
il va commencer à se faire ébranler. Max Holloway mixe beaucoup au corps. On n'a pas vu énormément de gens mixer au corps debout contre McGregor pour avoir du succès. Je pense que Max Holloway va mettre beaucoup de coups au corps, très rapide, très snappy. Souvent, il met une main droite au corps puis il la ramène tout de suite comme vraiment comme un snap, comme une tape. Puis au troisième round, j'ai dit deuxième round en fait, je veux dire troisième round ou peut-être début quatrième. McGregor va avoir significativement avoir ralenti debout, son tête va être moins rapide, moins réactif. Puis c'est là que je vais voir Max Holloway avoir un TKO en fait. Donc je vais peut-être McGregor s'affaiblir, un peu peut-être, je ne vais pas abandonner, mais un peu perdre sa défense. Puis Holloway va le finir en frappe, puis l'arbitre va s'interposer pour finir le combat. C'est un très gros combat à prédire. Dites-moi ce que vous en pensez de la carte en général. Dites-moi vos prédictions pour le co-main event et le main event. Moi, je vais aller avec Max Holloway par TKO. Donc, pour moi, il y aura beaucoup de KO dans cette carte-là. Pour moi, je trouve que cette match est vraiment des finishes. J'ai très hâte de faire un récap après la carte. Puis il y a d'autres vidéos qui vont venir par la suite. Merci d'avoir écouté et ciao ciao.